Mes chers camarades, d'abord très heureux de vous retrouver. C'est vrai que les visuos physiques, c'est pas mal. Ça permet de se retrouver, de partager une chaleur, un enthousiasme qui est plus difficile à partager par vidéo. Et puis c'est vrai que ça fait longtemps que nous rêvions de retrouver une vraie campagne. Une vraie campagne, c'est un moment où on rencontre des gens. Et admettons-le, depuis de longs mois que nous sommes engagés dans cette campagne, en réalité, elle a démarré pour nous depuis très longtemps, mais les Français n'y sont pas encore. D'ailleurs, le risque que nous connaissons, elle est celui d'une campagne très courte, avec un président de la République qui se cache, qui fait tout pour éviter la confrontation, et qui même cherche à passer insensiblement, presque naturellement, d'un statut à un autre, pour éviter ce grand moment, celui où on échange sur des options, où on confronte des points de vue, où on confronte des projets, ce qui, pour l'instant, a été malheureusement interdit, empêché, et je regrette que, même y compris, le président donne le sentiment de vouloir se soustraire à cet exercice démocratique qui est pourtant une évidence dans un grand pays comme le nôtre. Parce qu'une campagne électorale, c'est justement le moment des choix. Des choix non pas simplement sur la couleur du drapeau, sur l'identité de celui ou celle qui sera président, mais sur ce que nous portons. Et le malheur de cette campagne, c'est que pour l'instant, nous vivons plutôt une drôle de campagne. Une campagne où chacun avance dans son couloir, mais où personne ne veut discuter avec personne. Et le moment dans lequel nous allons rentrer, je l'espère, vite, maintenant, puisqu'on annonce que le président de la République pourrait finalement s'annoncer dans les prochains jours, eh bien que nous puissions avoir cet échange et que nous puissions permettre aux Français de se faire réellement un avis. Nous avons un projet qui a été débattu longtemps entre nous, qui est aujourd'hui, qui sera tout à l'heure redéveloppé, j'imagine, par Anne et ensuite par Mathieu, 70 propositions, qui ne sont pas simplement des slogans, qui ne sont pas simplement l'addition de réponses faciles à des crises que toutes et tous nous voulons combattre. Ce sont des réponses argumentées, charpentées, je le dis souvent, mais il y a beaucoup de gens qui savent vous dire quel est le point A et puis le point Z, mais qui, alors, savent vous dire aujourd'hui ce qui ne va pas, vous décrire le monde idéal, mais qui ne savent pas raconter la transition. La grande vertu de ce projet, c'est qu'elle, sur chaque grand sujet, qu'il s'agisse du social, qu'il s'agisse de l'écologie, qu'il s'agisse de la démocratie, à chaque fois, il y a non seulement une volonté, mais il y a aussi un chemin qui est décrit par ces propositions. Et ça change tout. Tout, parce que, évidemment, nous partageons beaucoup avec le reste de la gauche les grands objectifs. Mais encore faut-il y parvenir aux objectifs. Et c'est toute notre histoire, de ne pas avoir simplement décliné des objectifs, mais d'avoir à chaque fois décrit la façon d'y parvenir. Et c'est donc ce que Anne va porter dans les prochains jours en notre nom. Et vous le savez aussi, les campagnes, elles commencent toujours de plus en plus tard. Et il n'est pas rare de voir des gens qui se déterminent, y compris dans la dernière semaine, y compris dans l'isoloir. Vous l'avez vu aux municipales, aux départementales, aux régionales, aux européennes. À chaque fois, des gens qui, un peu perdus dans ce qu'il faut bien reconnaître est une forme de grande bouillie, eh bien, pour se déterminer, parfois, ça vient très tard. Et la confusion, on le sait aussi, elle est réelle. Elle est liée au fait que nous sommes dans un paysage politique, même intellectuel, qui est un paysage très dégradé. Voilà 40 ans que nous vivons dans un paysage qui alterne sur des thèses qui ne sont pas les nôtres. J'y viens en quelques mots, et il ne s'agit pas ici de faire un colloque, mais rappelez-vous, au lendemain de la chute du mur de Berlin, c'était d'abord Fukuyama et la fin de l'histoire. L'idée que les démocraties libérales et le capitalisme étaient l'horizon indépassable, que désormais tout le monde allait y passer. Et que même, alors d'ailleurs, en 89, il écrit un article qui s'appelle « La fin de l'histoire », point d'interrogation. En 92, il écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire et le nouvel être humain », et qui, là, n'a plus de point d'interrogation. C'est une certitude. On avance comme ça. C'est le moment où François Furet écrit « La fin d'une illusion », parlant là du communisme. C'est quelques années plus tard, 96, c'est Samuel Huntington qui écrit « Le choc des civilisations ». C'est le
11 septembre 2001, et c'est le World Trade Center. C'est plus proche de nous, 2015, et puis Charlie, et puis Bataclan, et puis etc. Tout ce paysage intellectuel, ce paysage aussi politique, ce paysage aussi industriel, la fin de l'industrialisation, la mondialisation, la fin de l'hégémonie catholique dans un pays qui était un pays habitué à cette tradition. Ces grands bouleversements, ces grands changements ont profondément troublé aussi ce qu'est le pays. Et il y a eu donc à chaque fois des thèses qui se sont collées à ces courants de pensée. L'idée, Emmanuel Macron est au fond un héritier de cette thèse de la fin de l'histoire, démocratie libérale et capitalisme indépassable. Éric Zemmour, Marine Le Pen sont les héritiers sur le choc des civilisations. Et le débat intellectuel politique s'est beaucoup concentré sur ces grandes thèses qui sont des thèses auxquelles nous sommes étrangers. Que portons-nous, nous? Nous portons une thèse simple, celle que nous portons depuis plus d'un siècle. Jean Jaurès, la République jusqu'au bout. Ce que porte Anne avec courage, la République, toujours la République. Oui, la République, pourquoi? Bien sûr, la République, ce n'est pas une œuvre achevée, c'est une œuvre qui n'est même jamais achevée. Mais c'est cette œuvre qui permet justement d'éviter à la fois le choc des civilisations et en même temps qui permet d'éviter de considérer que le capitalisme tel qu'il est conçu aujourd'hui est un horizon indépassable. La République, c'est cette façon de construire ensemble, de faire en sorte que... Prendre un peu d'eau. La République, c'est ce qui nous permet de tenir ensemble. Et j'écoutais en venant dans la voiture ce que disait à quelques centaines de kilomètres de nous Éric Zemmour. Éric Zemmour qui est en ce moment au Mont-Saint-Michel et qui explique très tranquillement que Saint-Michel est le chef de l'armée céleste, celle qui dirige tous les anges et qui se battent contre les démons, et qu'il est le symbole du combat du bien contre le mal. C'est précisément cette thèse-là que nous rejetons depuis toujours. Nous sommes à la fois des laïcs, mais en même temps de celles et ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, des démons et des anges, mais des gens qui veulent vivre ensemble, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur philosophie, est devenu compliqué parce que nous avons à l'extrême droite des gens qui défendent une autre vision du monde, mais il y a aussi des gens à gauche qui défendent une autre vision de la République, ou plus exactement qui considèrent que parce que la République n'a pas toujours été à la hauteur, alors il faudrait sacrifier le bébé avec l'eau du bain, et qui d'indigénisme en wokisme en passant par le décolonialisme sont en train de chercher à détruire une grande idée, une très belle idée, celle qui peut lier les Françaises et les Français entre eux, qui peut justement continuer à réunir la France. C'est l'objectif que nous poursuivons. Nous le poursuivons parce que nous sommes des socialistes, des sociodémocrates, et avec celles et ceux qui en Europe se battent pour cette idée-là. Nous sommes à l'origine de tous les grands progrès. Nous sommes à l'origine de ce qu'est l'État-providence en Europe. Nous sommes le seul endroit du monde, oui, je dis bien, le seul endroit du monde où vous pouvez à la fois concilier les grandes libertés publiques, privées, mais aussi les grandes protections. Nulle part ailleurs dans le monde, vous ne trouverez les mêmes garanties pour chacune et pour chacun. Ça n'existe pas, ni sur le continent américain, ni en Asie, ni cherchez partout dans le monde. Vous ne trouverez jamais cette addition de droits, de protection que nous avons réussi à construire en Europe. Alors, c'est ça que nous défendons. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui se disent, mais la social-démocratie, ce n'est pas seulement Anne Hidalgo. Ce serait aussi, paraît-il, Emmanuel Macron. Cette thèse-là, il faut la réfuter avec force. La social-démocratie, elle n'est portée dans ce pays que par une seule candidate. Elle est portée par Anne et exclusivement par Anne. Il y a 5 ans, ce candidat s'était présenté comme le fils de Paul Ricoeur et de Michel Rocard. Nous nous sommes réveillés avec la gueule de bois, pour ceux qui avaient cru, en découvrant qu'il était plus proche de Giscard ou même
au fur et à mesure de son mandat, plus proche de la droite, la plus pure. Et il faut maintenant aller chercher celles et ceux qui pensent encore que la social-démocratie peut être incarnée par Emmanuel Macron. Rappelons-leur quand même ce bilan qui illustre tellement ce qu'il est. Je pourrais commencer, je ne finirai pas ça, par la question démocratique. Mais d'abord, sur les questions de fond. Il est celui qui a d'abord supprimé l'impôt sur la fortune. Il est celui qui, alors que dans le quinquennat précédent, nous avions, avec François Hollande, cherché à égaliser les conditions et faire en sorte que le capital et le travail soient imposés au même barème. Eh bien, ils y sont revenus avec un flat tax, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'impôt sur le revenu, vous payez plus d'impôts proportionnellement que ceux qui vivent de leurs dividendes. Cette histoire-là doit s'arrêter, évidemment. Il faut revenir sur ces grandes réformes fiscales que le président Macron a accomplies. La loi Asile-Immigration. Il nous avait dit, Angela Merkel, c'est l'honneur de l'Europe. Et il avait raison quand elle a accueilli ce million de Syriens. Mais où est passé l'honneur de la France quand nous sommes le pays qui a refusé d'accueillir à plusieurs reprises l'Aquarius et qu'il a fallu que ce soit les élus locaux, ceux qui tendaient la main pendant que le président de la République fermait nos portes et nos ports. Voilà la réalité. Voilà aussi un quinquennat pendant lequel ce président a cherché à nous expliquer qu'il était l'homme qui permettait de récompenser le travail. Je viens de le dire, le travail est plus imposé que le capital. Mais le travail, ce n'est pas seulement le moment où on est en activité, même si je pourrais y revenir et parler de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait au travers des plateformes et que nous voulons faire avec Anne pour leur rendre un statut, une possibilité d'avoir des droits comme tout le monde, les droits au congé, les droits aux vacances, les droits aux accidents du travail, les droits qui font au fond les garanties que nous avons conquises pendant un siècle dans ce pays. Mais je voulais parler évidemment de la retraite. Il nous a vendu un projet, le projet à points, qui devait être un projet dans lequel chacune et chacun devait s'y retrouver, même obtenir des garanties nouvelles. Et il a fallu que nos groupes parlementaires, et je salue Patrick Caner, je salue Valérie qui n'est pas là mais qui pourrait être là et qui aurait pu dire, comme je le dis maintenant, faire ce que nous avons fait avec les groupes parlementaires, dénoncer un projet qui n'était pas du tout celui auquel le président nous vendait, un projet qui, à l'inverse, cherchait à économiser sur nos retraites, sur celles et ceux qui ont donné leur travail, qui ont fait la richesse de ce pays. Je pourrais continuer en disant qu'il vient de produire une réforme de l'assurance chômage. Une réforme de l'assurance chômage qui est tout le contraire de ce que nous portons. Une réforme qui, là aussi, vise à économiser 1,5 milliard d'euros sur celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir cette ressource solidaire pour pouvoir joindre les deux bouts entre le licenciement et un nouvel emploi. Voilà ce qu'est Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il porte. Et on nous dit maintenant, Yannick Trigan, tout à l'heure, pouvait en parler mieux que moi. Eh bien, voilà que maintenant, il nous dit qu'il est prêt à privatiser ce grand service public de l'éducation nationale, ce grand service public qui est le cœur de l'émancipation humaine. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un siècle, nous sommes le parti de l'école, nous sommes le parti de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle, alors oui, chers camarades, il y a effectivement une imposture et dans cette élection, il faut la lever. Alors il y a ceux qui se sont égarés avec Emmanuel Macron. Et puis, il y a ceux qui se sont laissés manipuler. Je pense à ces femmes, à ces hommes dans les classes populaires, à qui on explique que tous nos mots viendraient de l'immigration. L'immigration présentée comme un leurre, présentée comme une diversion, présentée comme le bouc émissaire de tous nos maux, qui serait responsable de toutes les pauvretés, de toutes les difficultés, de toutes les souffrances. Alors il faut le dire là aussi, haut et fort, que pendant qu'ils désignent les immigrés, ils oublient de désigner celles et ceux qui sont dans les paradis fiscaux, celles et ceux qui fraudent, celles et ceux qui profitent de la loi fiscale, ceux qui optimisent. Ils sont là, les vrais fautifs, celles et ceux qui font que quand vous avez à payer la dette Covid, c'est vous qui la payez et non pas celles et ceux qui le pourraient. Elle est là l'imposture aussi.
quand j'entends Éric Zemmour nous dire qu'il veut rapprocher le brut du net, quand j'entends Valérie Pécresse dire la même chose, quand j'entends Marine Le Pen nous dire qu'elle veut supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, je dis que là aussi, on se fout de la gueule du monde. Le brut et le net, pour y revenir d'un mot. Le brut, c'est quoi? Sinon le salaire différé, celui qui paye toutes nos protections, la retraite, l'assurance maladie, le chômage, l'accident du travail. Bref, si vous baissez le brut, vous baissez les protections que la famille a pris. Voilà ce qu'est leur enjeu. Et donc il faut le dire, c'est clair. Le dire demain, si on rapproche le brut contre le net, alors c'est vos protections qui tomberont. Et nous, socialistes, depuis un siècle, nous nous battons non pas pour rapprocher le brut du net, mais pour faire en sorte que le net et le brut progressent ensemble et faire en sorte que vous puissiez vivre au mieux chaque époque de votre vie, quels que soient les accidents de parcours que vous connaîtrez. Et puis, enfin, il y a ceux qui sont les décalés. Les décalés, je pense à ceux qui partagent avec nous des objectifs louables, je l'ai dit, la transition écologique, la planification écologique, qui propose aussi de se battre contre une forme d'injustice entre travail et capital. Et je bois un coup de santé. Eh bien, il y a des décalés parce que tout simplement, cela, il faut leur dire aussi que nous sommes écologistes. Je suis écologiste, mais je ne suis pas vert. C'est une grande différence. Si je soutiens Anne Hidalgo, c'est parce qu'elle est écologiste, mais qu'elle n'est pas verte. Marie-Pierre, tu as rien de quoi, exactement. Ça veut dire quoi? Écologiste, mais pas vert. Ça veut dire que quand, à Paris, Anne se bat pour construire une région sociale, et qu'on a des gens qui disent qu'il y a un dilemme insoluble et qu'on ne peut pas construire parce qu'on ne peut pas artificialiser les sols, parce qu'on ne peut pas construire à un endroit à Lille parce que ce serait un endroit qui serait préservé, où il faudrait préserver forcément la nature. Je dis que là aussi, il y a une forme d'erreur, de faute, parce qu'on ne peut pas penser l'écologie sans penser le social. Si on pense l'écologie sans penser le social, alors on est sur une mauvaise pente. Je ne veux pas aller jusqu'à l'écofascisme, mais au moins jusqu'à l'écoconservatisme. Il y a des gens dans ce pays qui ont utilisé l'écologie et l'utiliseront demain pour expliquer que l'écologie, c'est la meilleure façon de vivre en circuit fermé, défendant par là les circuits courts, en disant que c'est une façon de refuser de se mêler à d'autres. Il y a ceux qui pensent que la meilleure façon de vivre, c'est de fermer les frontières. Il y a des gens qui pensent que la meilleure façon de vivre, c'est aussi de considérer que la loi naturelle est celle qui s'impose. Moi, je suis contre le darwinisme social. Je suis contre toute forme de darwinisme. Je suis contre l'idée que la nature serait un modèle absolu, la matrice de tout. Parce que la nature, depuis que nous existons, à la fois nous la soutenons, nous la protégeons, mais aussi parfois nous la combattons. La nature, ce n'est pas un absolu. La nature, elle peut être dangereuse. La nature, elle mérite d'être parfois disciplinée, ordonnée, maîtrisée. Et c'est ce que nous faisons, et c'est comme ça que nous avons aussi progressé. Alors, il y a aussi ceux qui, derrière Jean-Luc Mélenchon, pensent que le temps est venu de ne plus se soumettre. J'entends. Et moi non plus, je n'aime pas beaucoup me soumettre. Mais si je ne veux pas me soumettre à l'ordre capitaliste, si je ne veux pas me soumettre à Emmanuel Macron, je ne veux pas pour autant substituer une soumission à une autre. Je ne veux pas, moi, dans un moment que nous traversons, qui est cette crise géostratégique, géopolitique, qui peut avoir des conséquences énormes, y compris sur le plan énergétique, je ne veux pas me soumettre non plus à Vladimir Poutine. Je ne veux pas me soumettre à un régime corrompu, un régime autocratique. Je ne veux pas me soumettre non plus à un régime qui est le régime chinois. Et je suis fier d'avoir porté avec mes camarades à l'Assemblée il y a 15 jours ou 3 semaines le fait qu'en France, nous avons reconnu
que les Chinois étaient aujourd'hui, le régime chinois, pardon, était aujourd'hui responsable d'un génocide. Et je n'ai pas... Je n'ai pas envie de me retrouver demain avec un président qui considère que ces choses-là n'existent pas. Je n'ai pas envie, tout simplement, de me retrouver derrière cette bannière qui a été déployée par Ségolène il y a quelques jours, du vote utile. Le vote utile, il existe parfois, mais il ne peut jamais être convoqué à l'inverse de ses convictions. Jamais. Le vote utile, ça ne peut pas être pour nous d'un seul coup de devenir souverainiste, de devenir populiste. Nous avons des combats communs que nous partageons avec le reste de la gauche, mais nous avons aussi une identité que nous devons défendre. Et cette identité, je suis fier de la défendre avec l'âme dans cette campagne. Nous avons dit, nous étions des socialistes. Nous sommes dans cette grande famille des travaillistes, des sociodémocrates. C'est quoi la social-démocratie? Et je finis par là, pour laisser la parole à Carole et à Anne, vous attendez. La social-démocratie, ce n'est pas le social-libéralisme. Ce n'est pas une façon de repeindre, de faire du rose-washing. Ce n'est pas une façon de considérer qu'on peut s'accommoder de tout. Non, historiquement, la social-démocratie, elle est celle qui a construit des rapports de force dans l'ensemble des pays européens, qui a permis d'imposer même des rapports de force, mais sur la base de ces rapports de force, qui a aussi été capable de bâtir des compromis. Et c'est comme ça que toute notre histoire a été façonnée, entre réalisme et en même temps volonté d'avancer, être capable de ne pas simplement être immobile, comme ceux qui pensent que l'avenir va ressembler forcément au présent. Non, nous avons à chaque fois cherché à avancer, à bouger, et c'est ce que nous faisons encore. Je ne veux pas être plus long parce que d'autres doivent parler après moi et ils vont compléter très largement ce que je dis. Mais regardez le projet, regardez ce que nous portons dans cette élection présidentielle et regardez ces grandes conquêtes que nous pouvons produire à nouveau. Parce que nous sommes des réformistes, parce que nous sommes de ceux qui peuvent effectivement encore, 40 ans après le 10 mai 80, changer la vie. Chers camarades, ensemble, continuons. Changer la vie.